Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là en grand nombre. Donc, mon talk aujourd'hui, ça va être sur un projet que j'ai effectué lors de mon stage chez GoSecure au début de cette année. C'est ce que c'est en gros le projet. C'est une DLL qui va faire de l'exfiltration des mots de passe, des identifiants et des mots de passe de l'Active Directory lorsqu'il est implanté dans un système. D'où le titre Throwing it out the windows, exfiltration d'identifiants Active Directory. Donc, un petit peu sur moi. Tout d'abord, je suis présentement étudiante en génie logiciel à l'ETS. J'en suis à ma 2e année. Je suis également membre et responsable des commanditaires de la DCI. La DCI, ce qu'on est, c'est on est une équipe universitaire d'étudiants qui participent à des compétitions informatiques et à divers CTF, bien sûr. Ça fait juste 3 ans, dans le fond, que je m'intéresse à la cybersécurité, donc je suis un peu encore nouvelle dans le domaine. Et puis, de ce fait même, c'est mon 3e Hackfest, donc je suis super contente d'être ici aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner un petit peu de contexte sur le projet. Donc, l'idée derrière ça, c'était vraiment d'étendre notre toolkit de sécurité offensive. On s'est rendu compte qu'on avait un petit manque peut-être de solutions de persistance. Donc, quand je dis persistance, on parle entre autres d'une fois qu'on a déjà intégrer un système, on veut trouver une façon d'y rester, même si on tente de se faire, même si la compagnie, dans le fond, qu'on a attaquée, tente de nous kicker out. Souvent, il va y avoir de la création d'utilisateurs, comme ça on va pouvoir utiliser des credentials, garder un pied dans le système. Mais notre idée, ça a été vraiment de dire, est-ce que ça serait possible d'obtenir les identifiants afin de pouvoir réutiliser les utilisateurs du système? Comme ça fait vraiment pas beaucoup de bruit et nous autres, on est contents. Aussi, on a vraiment joué sur le comportement qu'on a remarqué durant plusieurs mandats, que lorsqu'une compagnie réalise qu'ils sont under attack, ils vont dire à tout le monde « changez vos mots de passe ». Donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui fait en sorte que ce comportement-là pourrait devenir une mine d'or pour nous? C'est pour ça qu'on a décidé d'utiliser la feature des fils de mots de passe Windows. Je vais vous parler un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça avait dans vie, ça, tantôt. Donc, c'est vraiment ça qu'on a utilisé pour créer notre implant. On a commencé par regarder, voir s'il n'y avait pas des projets open source qu'on pourrait utiliser. Parce que c'est sûr que si jamais il y a des projets qui existent déjà, on ne veut pas perdre notre temps à implémenter quelque chose, leur faire une 2e fois. On ne veut pas réinventer la roue quand même. Mais malheureusement, on en a trouvé, mais il n'était pas très, il répondait pas à nos besoins spécifiquement. Donc, on s'est dit pourquoi pas en écrire un à partir de 0. Donc, les fils de mots de passe de Windows, la raison d'être, tout d'abord, c'est que Windows vous permet de pouvoir implémenter des politiques de sécurité beaucoup plus sévères que des traditionnels checkbox qui vous laissent choisir. Donc, si, par exemple, vous voudriez dire « Ah, moi, j'ai une liste de mots que je veux proscrire comme étant des mots de passe parce que c'est des mots de passe faibles », vous pourriez implémenter un fil de mots de passe qui va vérifier les mots de passe utilisateurs avec cette liste-là et déterminer qui, dans le fond, les rejeter, ces mots de passe-là. Également, une petite suggestion, là, prendre des listes de mots de passe qui sont communs sur Internet. Ça, c'est une bonne idée aussi, là, si vous voulez éviter, par exemple, du password spraying. Donc, n'importe quoi, en fait, que vous pourriez penser à implémenter comme politique de sécurité et que vous seriez capable d'implémenter, ça se fait. Donc, libre à vous de faire ce que vous voulez. Également, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir plusieurs DLL possibles. Donc, si, par exemple, vous avez un filtre de mots de passe qui est déjà là, vous voudriez rendre les politiques de sécurité plus sévères, faites juste créer une nouvelle DLL et ils vont juste fonctionner ensemble comme une chaîne. Donc, ça va super bien de ce côté-là. Et la raison principale pourquoi on a décidé d'utiliser les filtres de mots de passe Windows pour en créer un outil, c'est que dans ce filtre-là, l'identifiant des utilisateurs et le mot de passe sont en texte clair. Donc, on s'est dit, si on arrive à mettre la main là-dessus et qu'on trouve une façon de l'exfiltrer, on serait gagnant. Donc, c'est dans cette avenue-là qu'on s'est engagé pas mal. Je vais vous expliquer un petit peu comment implémenter les DLL sur les domain controllers. Donc, la forme du fil de mot de passe, c'est une DLL qui va être droppée sur le contrôleur de domaine d'une entreprise. C'est pour ça aussi que c'est une
solution de persistance parce que ça demande des privilèges de domaine administrator. Donc, c'est pas un vecteur d'attaque. On ne peut pas arriver et dire hey, on drop une DLL, puis comme hey, là, de même, on attaque le système. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est vraiment après avoir réussi à obtenir les hauts privilèges dans un domaine, on drop la DLL, puis ça nous permet de faire de l'exfiltration pour garder un pied dans le système. Ça va prendre aussi une modification de clé de registre pour installer la DLL et ça va aussi demander un reboot du contrôleur de domaine. Donc, c'est vraiment ces 3 steps-là pour installer un password filter. Voici un petit schéma simplifié quand même du comportement des fils de mots de passe de l'utilisateur jusqu'au changement de mot de passe. Donc, à gauche, vous voyez qu'il y a un utilisateur qui va initier un changement de mot de passe. Quand on initie un changement de mot de passe, là, vous savez probablement, là, vous faites juste CTRL-ALT-D de changer le mot de passe. Donc, c'est de là que ça vient. Cette requête-là, dans le fond, elle va être envoyée au Local Security Authority qu'on appelle. Ce process-là, c'est le process qu'on appelle le LSAS process. Puis c'est un process qui est quand même protégé par Windows. Donc, il ne faut pas trop jouer avec, il ne faut pas trop le déranger. Sinon, ça fait du bruit, puis on n'aime pas ça. Donc, ensuite, après que le mot de passe a été reçu par le Local Security Authority, ils vont envoyer un message au password filter pour y demander est-ce que ce mot de passe-là, tu l'acceptes. À ce moment-là, le password filter va retourner sa décision. Si jamais les mots de passe sont acceptés, bien là, le LSAS process va envoyer une confirmation. Et après ça, le mot de passe va être changé dans la base de données, le Security Account Manager que vous voyez, qui est là où est-ce que les mots de passe sont stockés et gérés. La raison numéro 1 pourquoi on a le Password Filter Change Notify Function, c'est, comme je vous disais tantôt, il est possible d'avoir plusieurs DLL sur le contrôleur de domaine. Donc, dans ce cas-là, ce qui va se passer, le schéma, il change. Le Local Security Authority va demander à chaque password filter, est-ce que tu l'acceptes? Oui, OK. Il va aller voir l'autre, est-ce que tu l'acceptes? Oui, OK. Il continue comme ça. Et s'il y en a un seul qui le refuse, c'est là que le mot de passe ne va pas changer. Donc, c'est pour ça qu'il y a besoin d'envoyer une notification. Également, un autre use case pour l'existence de cette fonction-là, c'est si, par exemple, vous voudriez synchroniser le changement de mot de passe avec des services tierces que vous avez sur votre système. Vous pourriez mettre le code là-dedans, comme ça, une fois que le mot de passe est changé dans l'AD, il va y avoir un changement de mot de passe qui va être fait ailleurs, une synchronisation ou quelque chose d'autre. Puis là, ça va continuer le fil normal des opérations. Donc, c'est pour ça que cette fonction-là est présente. Donc, le projet, on l'a appelé le DLL Password Filter Implant. Ça a été écrit en C et l'exfiltration est performée par DNS. Ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Les identifiants sont cryptés parce qu'on ne voudrait pas que quelqu'un sniffe le réseau et tombe là-dessus. C'est quand même de l'information qu'on ne veut pas partager. Ça peut être de l'information client et tout. Fait qu'on ne prend pas de choses avec ça, là. On va quand même crypter ça. Pour l'instant, c'est un simple XOR, mais ça serait idéalement sujet à changement. Je vous le rappelle toujours, c'est une solution de persistance, donc partez pas en peur là, que demain, quelqu'un arrive, met ça, puis boum, il y a accès à tous les identifiants de vos utilisateurs. Faites juste garder ça en tête. Également, on a fait une pull request sur l'Empire Project. L'Empire Project, probablement qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissez déjà. C'est quoi? Vite, c'est un framework post-exploitation en Python et en PowerShell. Donc, on a intégré notre module de Password Filter. Vous allez pouvoir l'utiliser prochainement, probablement. On attend juste qu'il soit mergé. Ça a été accepté. Et puis, dans notre module Empire, on vous laisse choisir la clé d'encryption et aussi le domaine d'exfiltration. Donc, c'est quand même assez utile comme outil à... en fait, c'est utilisable. On a fait de façon que ce soit utilisable pour vous. Je reviens un petit peu sur le XOR de tantôt, que je vous avais dit qu'on devrait changer ça. La première amélioration qu'on serait porté à faire maintenant, c'est de changer la méthode d'encryption. Parce que le XOR, c'est vraiment vulnérable au nom de plain text attack. Le nom de plain text attack, probablement, vous savez c'est quoi, là, mais vite, c'est si quelqu'un obtient le ciphertext, qui est des données cryptées,
et un plain text, qui sont les données en clair, il va être capable après ça de retrouver la clé super facilement. Donc, il suffit que quelqu'un sniffe toute l'exfiltration, récolte ça, puis dans 10, 15 ans ou whatever, je sais pas, après, il trouve la clé, là, il est capable de décrypter tout. Fait que ça serait vraiment pas l'idéal. Ensuite, on aimerait bien rajouter une solution côté serveur, parce que comme c'est là, c'est bien beau, on exfiltre des choses, mais ça serait vraiment intéressant que du côté serveur, on ait quelque chose qui va prendre les données exfiltrées, les décrypter automatiquement, parce que là, pour l'instant, on le fait à la main, et puis qui même store ces données-là dans des bases de données, qui les classe par domaine. Ça serait beaucoup plus convivial pour nous. Donc ça serait une très belle amélioration qu'on aimerait apporter également. Ça, c'est le même petit schéma que tantôt. Je l'ai juste updaté, dans le fond, avec notre implant de password. Donc, comme vous voyez, le code malicieux qui va performer l'exfiltration, il se trouve juste après la fonction password change notifier. Puis ça revient un petit peu à ce que je vous disais tantôt, c'est qu'on veut minimiser les faux positifs. Donc, on veut s'assurer que les données exfiltrées, c'est vraiment juste quand le mot de passe a changé, parce que on s'en fout vraiment. Là, si jamais un utilisateur tente un changement de mot de passe et que ça ne fonctionne pas, cette information-là, elle ne vaut rien pour nous. Donc, c'est vraiment la seule raison pourquoi c'est là. Sinon, comme vous voyez, le comportement ne change pas. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo du comportement. Lorsque un utilisateur change son mot de passe, donc, dans la vidéo, on va voir, je vais ouvrir Wireshark. Je vais appliquer un filtre pour filtrer les requêtes DNS. Ensuite, je vais faire un CTRL-ALT-DELETE. Je vais aller changer mon mot de passe. Donc, quand le mot de passe va être changé, ça va passer par le password filter. Donc, ça a fonctionné. Et puis, on le voit dans Wireshark, il y a eu un lookup qui a été fait avec des identifiants cryptés. Donc, ça a été envoyé à un numéro qui ressemble du garbage.example.com. Donc, voici comment ça fonctionne. Ça, ce n'est pas related. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas, mais... Donc, voilà. C'était juste pour illustrer un petit peu le comportement. Donc, de l'autre côté, dans le fond, une fois que la requête est envoyée, nous autres, on le reçoit côté serveur, puis on a accès à cette information-là, donc on peut juste la décrypter et faire ce qu'on veut avec. Pour aller un petit peu plus en détail à l'exfiltration DNS, la raison numéro 1 pourquoi on a choisi d'utiliser ça, c'est que le process LSAS n'utilise pas des requêtes HTTP. Ça serait très bizarre, effectivement, qu'ils fassent du HTTP outbound. Là, on ne voudrait pas quand même se faire détecter, notre but étant d'être le plus furtif possible. Et puis, le LSAS process il utilise le DNS de temps en temps, donc ça ne paraît pas trop. On se noie un petit peu dans le décor. Également, le trafic DNS, bien, effectivement, c'est très courant. Donc, quand il y a de l'exfiltration DNS, ce n'est pas nécessairement la chose peut-être qui est la plus facile à détecter. Puis également, vu que c'est du DNS, ça va bypasser les proxys. Donc, la vie est belle. C'est beaucoup plus facile pour nous d'exfiltrer les données de cette façon. Je ne vous expliquerai pas c'est quoi le DNS en tant que tel, mais c'est juste un petit schéma pour illustrer l'exfiltration. Donc, en bas à gauche ici, le Compromise System, dans le fond, ça, c'est là où est-ce que la DLL est implantée. Quand il va y avoir un changement de mot de passe, comme vous avez vu tantôt, il y a un DNS lookup qui va être fait pour un numéro, les credentials encryptés, .domaine.com. Là, à noter que le numéro, il est là parce que dans le cas où est-ce qu'on a des informations à exfiltrer qui sont super, super longues, il faut savoir quand même que les lookups, les requêtes DNS, il y a un nombre maximum de caractères qui est supporté. Donc, si jamais on veut exfiltrer des données de l'information qui est beaucoup plus long que le maximum, on fait juste le découper en plusieurs chunks. Comme ça, on va recevoir toute l'information et les numéros sont là pour qu'à la fin, on puisse juste réordonner le tout. Comme ça, on ne perd aucun chunk. Donc, la demande va se rendre au Local DNS Server juste ici. Le name server de notre domaine, c'est nous qui y avons accès. Donc, cette lookup-là se rend là et c'est comme ça qu'on peut, dans le fond,
extract le numéro et les credentials encryptés. Donc, bravo, on a mis la main sur l'information qu'on voulait. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Je vous ai mis une petite capture d'écran, comme un petit close-up, de quoi ça a l'air dans Wireshark, par exemple. Donc, comme vous voyez ici, un numéro, point, là, c'est comme du garbage, un peu, .domaine.com. Ça, dans le fond, ça respecte le format suivant. Donc, on a un numéro, point, un utilisateur. On a utilisé le 2 points comme séparateur pour séparer l'utilisateur du mot de passe. Donc, on a le user 1, soleil 1, 2, 3 comme mot de passe. Ça, dans le fond, c'est ce qu'on retire de cette query-là. Je vais vous donner quelques idées de détection, si jamais ça vous intéresse. Donc, tout d'abord, pour l'installation de l'implant, quand l'installation est effectuée, comme j'ai parlé tantôt, la DLL, il y a une DLL qui est ajoutée ou qui est modifiée sur le domaine controller. Donc, si vous êtes capable de déterminer, de trouver ça, et que vous savez que ce n'est pas un changement qui a lieu d'être, ça serait peut-être une bonne idée d'investiguer. Sinon, concentrez-vous vraiment sur la modification des clés de registre. Donc, quand il va y avoir l'installation d'un password filter, il y a des clés de registre qui doivent être modifiées. Puis, si je ne me trompe pas, là, les modifications de clés de registre, ça vient de base avec un package de log system ou quelque chose comme ça pour Windows. Donc, vous devriez mettre un flag là-dessus quand c'est des modifications non autorisées. Également, le domain controller qui a été redémarré, ça pourrait être un indicateur. Par contre, il faut noter que si nous, on veut être comme super furtif, on pourrait facilement soit simuler un crash. Donc, de cette manière-là, ça devient un petit peu useless de détecter de cette manière-là. Sinon, on pourrait aussi simplement attendre qu'il y ait une autre mise à jour qui se passe ou une patch. Comme ça, à ce moment-là, le domain controller il est redémarré. Donc, on profite du fait qu'il y a un redémarrage, ça installe notre implant et on est gagnant, puis ni vu ni connu. Si vous voulez détecter l'exfiltration DNS, tout d'abord, vous devriez regarder dans les logs DNS pour des queries très, très, très longues. Puis comme vous avez vu tantôt, là, ça a l'air un petit peu des chiffres, des lettres mélangées. Donc, des affaires qui n'ont pas l'air très, très sensées. Si vous en trouvez, méfiez-vous. Puis essayez de déterminer est-ce que c'est legit, est-ce que ce ne l'est pas. Puis d'où que ça vient aussi. Très important. Sinon, vous pourriez également vérifier le nombre de sous-domaines ou si les requêtes DNS vont à des domaines inconnus. Mais c'est vraiment mieux de se concentrer sur les longues queries, des requêtes vraiment qui sortent de l'ordinaire. Ça serait le meilleur bet. Également, il est possible, si vous voulez, de monitorer le process LSAS. Vous pourriez utiliser, par exemple, Process Monitoring, Procmon, qui est un outil qui est quand même utilisé pour ça. Donc, ça pourrait être quelque chose d'utile. Ah, puis aussi, il est à noter qu'une fois, c'est bien beau détecter qu'il y a eu un implant puis l'enlever, sauf qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des données, dans le fond, qui ont été exfiltrées. Donc, dès qu'il y a de l'exfiltration de données, à ce moment-là, vous avez des utilisateurs compromis dans votre système. Donc, si c'est le cas, c'est bien beau, là, vous avez détecté l'ADLL, vous l'avez enlevé du système, c'est le fun, sauf que le processus de réponse à l'incident de sécurité n'est pas terminé parce que vous avez quand même encore des utilisateurs qui sont compromis. Puis tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas 100% des utilisateurs qui ont eu un changement de mot de passe pendant que l'ADLL était là, vous êtes encore compromis. Donc, surtout, là, je reviens quand je disais tantôt que quand on se rend compte qu'on est under attack, on va demander aux gens de changer de mot de passe. Mais après ça, il faut savoir qu'il va falloir faire comme l'inverse. Il va falloir encore redemander aux gens de changer leur mot de passe. Parce que sinon, même si l'implant n'est plus là, nous, on a les informations, les crédits sont valides, ben, tant mieux, on est content quand même. Fait que faut quand même garder ça en tête. Le code est sur GitHub, si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est tout de l'open source. Ça s'appelle DLL Password Filter Implant. Également, si vous êtes intéressé par la pull request sur l'Empire Project, j'ai mis le lien. Donc, comme je vous ai dit tantôt, elle a été acceptée. Donc, on est juste en attente du merge. Et puis, j'ai mis un lien aussi vers le blog post que j'ai écrit cet été par rapport à ce projet-là. Au cas où ça vous intéresse, il y a d'autres petites vidéos qui expliquent, dans le fond, de manière beaucoup plus visuelle et explicite, comment utiliser cet implant-là avec PowerShell Empire. Donc, dans ces vidéos-là, j'utilise PowerShell Empire pour montrer comment on fonctionne pour installer, désinstaller, puis performer l'exfiltration avec l'implant. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller le consulter. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère vraiment que vous avez appris quelque chose.